Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chef Expérience, le format qui vous propose de découvrir une personnalité et d'apprendre un peu de ce qu'il a vécu. À mi-chemin entre portrait et masterclass, c'est aujourd'hui le chef David Bizet qui se prête au jeu des questions pour retracer son parcours et surtout nous dire ce qu'il a retenu des moments clés de sa carrière. Alors bien sûr, elle n'est pas terminée. À 46 ans, le chef qui travaille au sommet de l'hôtel Peninsula à Paris, dans les cuisines de son oiseau blanc, a encore l'envie et l'enthousiasme, vous allez l'entendre, d'emmener sa cuisine encore plus loin. Les étoiles, il connaît, il en tient deux fermement, mais c'est pas vraiment le sujet. Lui, depuis toujours, vous allez voir, c'est l'amour du travail bien fait. Et il vibre encore comme lorsque tout jeune déjà, il découvrait le métier. Forcément, quand on est si motivé, on a du mal avec la mauvaise volonté. Et vous le verrez, sur ce genre de sujet, David Bizet n'est pas du genre à tergiverser. Alors on va parler de tout ça, des valeurs qui, selon lui, peuvent guider dans ce métier. On va parler aussi du rôle qu'il prend auprès de ses équipes, de son regard sur la jeune génération. Il va nous livrer, sans langue de bois comme toujours ici, une partie de son expérience. Et tiens, partons du temps présent pour commencer. Où est-ce que se situe le plaisir dans votre quotidien ? Quels sont les moments ou quel est le moment où vous vous dites en ce moment « Waouh, là en ce moment mon kiff, c'est ça ». Franchement, pour être honnête, en ce moment, c'est tout simplement de venir travailler à l'hôtel. Là, on a un fonctionnement, je dirais, hyper créatif. On crée de plus en plus. On a une vivacité plus vive sur le marché parisien. On est, je dirais, concentré sur un développement en permanence. Donc, des super équipes autour de moi pour donner une émulation autour de ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la construction et vraiment en phase offensive. Donc, c'est hyper plaisant de venir tout simplement tous les matins au travail. Ça s'articule comment, cette créativité dont on se parle ? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous prenez des moments ? Est-ce que vous êtes dans un testing constant ? Comment, justement, on fait bouger les lignes ? Comment on écrit la partition de... Avec beaucoup de simplicité. En fait, j'ai une belle, je dirais une belle façon d'opérer aujourd'hui. Je pense que j'ai pris beaucoup de recul aussi avec le temps. Une analyse aussi permanente où aujourd'hui je suis plus posé, avec une vie de famille aussi plus posée, avec un équilibre parfait entre ma vie je dirais familiale et ma vie de travail, avec un équilibre aussi sur le côté nature. Je suis sans arrêt, je dirais, dès que je suis pas au travail, soit en forêt, soit au bord de la mer, soit au bord d'un étang pour pêcher, pour cueillir, pour vivre aussi avec les éléments. Ce rapport à la nature aujourd'hui est une force de développement, de création, de proposition aussi. C'est vraiment ça. Et puis. Mais là, vous êtes en train de décrire une sorte d'équilibre global. Là, vous parlez de votre vie personnelle, de l'ailleurs, de l'environnement, Ouais, parce que en fait, c'est vraiment cette situation où aujourd'hui, tout simplement, je suis posé dans un rythme, je dirais. Tout simplement un homme heureux en fait. Mmh. Et ce positionnement fait qu'aujourd'hui dans la créativité aussi bien culinaire que dans la proposition de nos créations d'événements ou dans nos restaurants, on a une vivacité permanente. Et avec ça une vivacité, parce que quand on pense à des cuisines justement ou à des paquebots comme ça, comme un restaurant dans un palace, mmh. Et ben souvent on pense à de l'inertie, on pense à de la grosse brigade, on se dit que c'est pas facile de faire bouger les lignes et de proposer d'innover, de se renouveler dans ce genre d'environnement. Bah, si, parce que en fait, tout simplement, aujourd'hui, j'ai 5 kilos différents dans l'hôtel. On est 100 cuisiniers. Je dirais que j'ai 5 chefs qui m'accompagnent aussi avec moi sur ça. On arrive à rester agile avec cette masse. Oui, parce que en fait, chacun a ses spécialités, chacun a ses fonctions, chacun a son environnement, son développement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de travail structuré où chacun a des sous-chefs et des adjoints qui vont l'accompagner dans ce développement et dans la création. Nous, dans la force de proposition, c'est vraiment quelque chose de mutuel. C'est un travail mutuel, je dirais facile, spontané, et c'est hyper libre. Aujourd'hui, on n'est pas dans des créations de cartes, je dirais, dans la vivacité saisonnière. On est plutôt dans des créations de plats, en fait, où on change les plats au fur et à mesure du temps. On change des plats quasiment dans l'hôtel. Il y a quasiment, je dirais, un plat qui change tous les jours dans l'hôtel, parce que tout simplement, il y a cette proposition d'essayer de se dire, on va aller sur autre chose, on vit avec les produits, on vit avec le produit du moment et on le développe aussitôt. Bon, je crois comprendre que en ce moment vous êtes dans une dynamique et tout ça a l'air très positif. Ouais, donc ça c'est le kiff du moment. Et n'évitez pas cette question parce qu'il y en a partout. Il y a forcément des trucs qui sont pénibles. Vous, avec votre expérience,
où est-ce qu'aujourd'hui, dans la cuisine, dans votre métier de cuisinier, vous trouvez un truc pénible à faire? En fait, on a tous des trucs dans nos métiers sur lesquels on ne trouve pas de plaisir. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Et si oui, comment vous Oui, gérez on ça? l'a toujours. Aujourd'hui, au-delà d'être chef de cuisine, il y a aussi un côté, je dirais, manager, homme d'affaires. Donc, moi, je suis pas trop un homme de paperasse. C'est tout ce qui m'attire en fait, pas du tout dans mon métier. Mais Ouais. bon, c'est quelque chose d'obligatoire. Et quelque part, on grandit avec aussi. On s'aperçoit aussi qu'on est un chef d'entreprise, tout simplement. Donc, il y a il y a tout un format, je dirais, autour, je dirais, de la partie encadrement, tout ce qui est papier, c'est vraiment pas mes affaires. Ouais. Et ça m'attire vraiment pas. Mais par contre, je m'en sers vraiment comme outil. Et avec moi, C'est-à-dire? en fait, c'est vraiment des leviers. En fait, c'est je dirais cette partie lecture chiffre, cette partie lecture, je dirais accompagnement sur certaines personnes ou des fois tout simplement, bah, ça nous fait grandir aussi de ces formats-là parce qu'on passe du temps, on devient, je dirais tout simplement. Un encadrant avec toutes les lignes que ça peut comporter, avec aussi la responsabilité. C'est à moi de trouver les solutions. Alors des fois c'est un peu barbant, mais il y a aussi ce format, je dirais un petit peu singulier, mais qui me fait grandir également. Mais quand on est quand on le voit de l'extérieur, quand on est chef dans un endroit comme ça, aussi grand, on imagine que c'est surstaffé, on imagine que ces tâches-là, justement, qui ont à voir avec les RH, on se parle pas forcément de rapport humain, là, mais plutôt de gestion, voilà. Elle est assez déléguée. Vous êtes exposé beaucoup à ça? Bah, en fait, c'est un format, je dirais systématique. Une nouvelle fois, vous êtes chef d'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de se dire comment on va le faire. Avons-nous les outils pour le faire? Alors oui, on est beaucoup, mais ça reste très structuré en fait. Chaque partie est une petite entreprise. En fait, je la divise, ma cuisine, je la divise en 5 entreprises avec des buts et je dirais des objectifs différents. Et c'est comme ça que je conçois aujourd'hui, je dirais l'équilibre de cette gestion d'entreprise. Et ça, c'est votre vision, mais c'est pas forcément votre responsabilité non plus, parce que en fait, vous êtes comment dire, une sorte de général. Vous rendez certainement, j'imagine, aussi des comptes sur la politique que vous menez ou les ambitions que vous avez. Mais bien sûr, moi je travaille avec le cœur et la passion, cet engouement. Faut pas oublier qu'on est chef de cuisine, mais je suis restaurateur aussi à la base. Et un restaurateur doit vivre aussi je dirais de son travail. Et aujourd'hui, c'est un rôle pour moi et c'est un objectif aussi de se dire on va le faire de la plus belle des façons et on va aussi normalement, je dirais, gagner sa vie autour de ça et faire gagner la vie de tous dans l'entreprise. Avant qu'on vous confie les clés d'un si prestigieux endroit et d'une table si exposée, si on remonte le fil et qu'on le remonte très loin, au tout début, est-ce que vous l'imaginiez? Et en tout cas, si on doit parler du premier jour où vous êtes projeté, est-ce que la cuisine a pour vous été une évidence, tout de suite, une révélation? Est-ce que vous vous êtes dit, très jeune, ce sera ça? Ou est-ce que c'est venu petit à petit? Alors, c'est venu petit à petit. Après, on a toujours été dans ma famille très proche du bien manger, de la culture autour de la ferme. Mes grands-parents avaient une ferme tout simplement, je dirais dans l'Orne, avec beaucoup de simplicité. On a toujours vécu autour de grands moments à table, autour de bons produits. C'était une habitude alimentaire. Et bien après, ça a été un format aussi de travail en fait. Chaque vacances, chaque week-end était fait autour je dirais, de la gestion, tout simplement du travail à la ferme, mais aussi du côté, je dirais, construction, réalisation. J'avais un oncle charcutier avec lequel je travaillais tous les week-ends quasiment, où on tuait le cochon dans les fermes, etc. Où j'ai tout de suite, je dirais, mis la main à la pâte, avec des formats de développement, je dirais, d'un petit garçon qui va travailler. Et ça, c'est devenu une habitude, c'est devenu presque, je dirais, obligatoire et en fait très naturel. Et C'était un mode de vie. ouais, c'est un mode de vie et j'étais très gourmand et je le suis toujours très gourmand. En fait, j'adore manger. Je suis un boulimique de nourriture dans le sens où tout ce qui est, je dirais flatteur, tout ce qui va pouvoir éveiller le caractère d'un plat, d'une sauce, tout simplement un réveil aussi sur l'acidulé, sur tout ce qui va pouvoir, je dirais. Être excitant autour du palais, ça a été ça aussi ma motivation. J'adore vraiment manger. Et quand est-ce que vous l'avez considéré ça? Moi, j'ai des souvenirs de table d'enfance où je me suis dit,
bam, il se passe un truc. J'ai des grands souvenirs sur un plat dont je me rappelle encore, alors que je devais avoir 6 ou 7 ans. Est-ce que vous, comme ça, il y a des choses qui vous reviennent en mémoire quand vous parlez de cette vibration? Parce que vous parlez de vibration. Ouais, bien sûr. C'est des signaux forts, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai le souvenir du civet de lièvre de ma grand-mère que je mangeais pendant 3 jours parce que la sauce, quand elle était plus réduite, quand elle était plus compacte, quand ça avait accroché un petit peu à cette casserole en fonte, il y avait des sucs de cuisson qui étaient tellement puissants, aromatiques, ça a gravé un instant de mémoire, c'est-à-dire que c'est gravé à tout jamais dans votre esprit. Et ça aussi, j'aime bien avoir ces petites Madeleines de Proust aujourd'hui dans la création de mes plats. Ouais. Ces forces, je dirais, goûteuses et ces moments forts de mon passé font aussi sens aujourd'hui dans la façon dont je travaille. Est-ce que vous avez le souvenir de vous l'être dit à ce moment-là? Est-ce que vous avez le souvenir d'habiter ces moments en vous disant « Waouh, là il se passe un truc et là ça me parle » ou est-ce que c'est rétrospectivement qu'on se dit ces choses-là? Ça m'a parlé très vite parce que en fait, je me souviens la première fois, par exemple, je dis à ma grand-mère, mais tu sais, à chaque fois qu'il y aura un lièvre, maintenant tu peux me garder cette cocotte pour le lendemain parce que je veux vraiment avoir la cocotte du lendemain. Et ça, ça a vraiment été tout de suite. Hein. Ah oui. C'est ce côté. Une nouvelle fois très gourmand fait que je voulais absolument revivre ce moment parce que j'avais éprouvé beaucoup de plaisir tout simplement. Ouais, donc ça c'est quand même un starter, un truc, un signal fort. On imagine qu'après, vous l'avez un peu dit, les choses se font assez naturellement. Comment vous avez choisi d'embrasser cette voie? Comment ça s'est fait? À quel moment vous vous êtes dit, bon ben, à l'heure de choisir ce qu'il faut apprendre, c'est vers là que je vais aller? Ouais, parce que tout simplement, il y avait pas mal de, je dirais, j'avais comme en travaillant tous les week-ends, toutes les vacances, etc. C'était vraiment, à l'époque, on partait pas en vacances, donc c'était vraiment quelque chose de régulier, d'inscrit. Mais ça vous peinait pas, pardon, de vous dire là où les copains allaient peut-être jouer au foot et faire du vélo le week-end? Non, vous enchaîniez l'école et le week-end? Ouais, parce que il y avait beaucoup de plaisir à ça, c'est-à-dire que j'apprenais beaucoup. Ça c'était je pense très important. La culture aussi de gagner tout de suite un petit peu d'argent parce que c'était un travail rémunéré aussi. C'est un format aussi où on rentre dans la vie, peut-être un peu jeune, mais aussi par le travail. Ouais, par le travail, avec des choses différentes et de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on était un peu, je dirais un peu itinérant, on allait de ferme en ferme avec une réalisation assez différente, ce qui crée aussi, je dirais, un rapport avec l'humain. Et j'étais du coup très jeune, mais je vivais beaucoup avec des adultes. Et du coup, ça m'a attiré aussi vers un regard, vers une écoute, ils avaient tous des façons de travailler assez différentes, mais avec des esprits différents, toujours liés à la terre, toujours liés à l'élevage, toujours liés au potager, aux fruits. Et ça m'a un peu éveillé. Et tout ce côté-là, je me retrouvais beaucoup en fait dans tout simplement pour moi. Une révélation dans le sens où c'est ça la vie en fait, c'est un apprentissage de la vie en fait. Et du coup, quand il s'est agi de choisir, vous vous êtes dit bon ben ça fait sens. Moi je vais faire ça. Quelle a été la formation? Ouais, la formation, j'étais donc dans l'Orne. Il y avait pas mal d'écoles hôtelières. Et, j'avais la chance de travailler plutôt assez bien à l'école. Donc j'étais pris un peu partout dans toutes les écoles hôtelières du secteur. Mais vous êtes jamais posé de questions, c'était évident quand il a fallu choisir une orientation. Vous êtes dit c'est ça que je veux faire. Ouais, je me suis dit que je me voyais bien faire ça. Et familialement, c'était parce que parfois c'était facile pour moi, j'étais très vite indépendant. Je suis parti à 15 ans de chez mes parents en internat pour l'école hôtelière. Je suis jamais revenu en fait. Ouais. Donc c'était assez facile, c'était un chemin où j'ai pris beaucoup de plaisir. L'école hôtelière, je m'ennuyais un peu, ça allait pas assez vite, je dirais dans le format travail puisque j'avais déjà pas mal usé de couteau, mais c'était oui, du coup revenir sur des bancs et un peu de théorie alors que vous depuis des années tous les week-ends. Je savais qu'il y avait plein de choses que je savais pas faire, donc il fallait passer par là et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après, tout simplement, je me suis dit, en sortant de cette école hôtelière, je vais peut-être repasser par un brevet professionnel, brevet de maîtrise, repasser par un apprentissage, aller dans un restaurant étoilé directement, peut-être pour voir ce que c'est, et puis essayer d'apprendre plus de format terrain, le plus possible et le plus vite possible. Ça a été vraiment un bon schéma parce que l'école hôtelière m'a appris toute la partie gestion, la partie je dirais un petit peu hôtellerie, le format hébergement, j'aimais bien la salle aussi, tout le travail de salle m'a appris beaucoup, l'œnologie, j'ai toujours aimé le vin.
terrain. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et après, ça a été assez fluide de revenir tout simplement en cuisine, en apprentissage. C'est quoi de ces époques parce que là on se parle de la théorie, on se parle de l'école, on se parle évidemment de ce qu'on apprend et de ce qu'on découvre d'un milieu, mais aussi de l'apprentissage pur, c'est-à-dire des premières expériences professionnalisantes, enfin dans un milieu en tout cas celui du travail tout simplement. C'est quoi l'image que vous gardez de cette époque-là, de vous à cette époque-là? Est-ce qu'il y a une figure, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un truc où vous vous dites parfois, tiens, mais ces années-là, c'était ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment qui représente pour vous ces années de formation? Ouais, il y a en fait, ce brevet de maîtrise, là, je l'ai fait en apprentissage au Manoir du Lys, à Bagnoles-le-Land, en fait. Et c'est un restaurant avec lequel j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier, parce que en fait c'est un restaurant où on apprenait tout à faire. C'est-à-dire qu'on on faisait aussi bien la viennoiserie que les confitures, que les charcuteries, en fait ça fait partie de ces maisons où vous devez savoir tout faire. Et les chefs en place et la famille qui était en place dans cette maison avaient ce savoir-faire. Et je me suis dit que j'avais certainement eu de grandes chances d'être passé par cette maison parce qu'il faisait bien en fait. Et ça m'a beaucoup servi et ça m'a beaucoup aidé. Et après mais en quoi justement? Parce que là vous parlez d'une approche qui en fait semble, et c'est marrant de se parler là à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, mais déjà il y a une approche un peu plus globale qui sort un petit peu de la table, qui a à voir avec l'hospitalité. On se parle de viennoiserie, on se parle de tout ça. Bien sûr. Mais en fait ça m'a guidé, parce que quand vous travaillez dans un hôtel-restaurant, vous touchez presque à tous les métiers de la restauration. Et quand vous le faites dans de belles maisons, vous avez tous ces corps de métiers différents, aussi bien la boulangerie que la pâtisserie, que le côté chocolaterie. En fait, c'est aujourd'hui, mon métier, c'est vraiment de pouvoir toucher à tout, et c'est vraiment une vie à part entière, c'est une passion à part entière. Je dis métier, mais c'est même pas un métier, c'est vraiment, j'ai plaisir chaque matin à venir, et une journée fait pas l'autre, avec, je dirais, tellement d'apprentissage. J'ai 46 ans aujourd'hui. J'apprends tous les jours. Alors c'est une phrase qu'on peut peut-être entendre assez facilement, mais c'est vraiment le cas en fait. Ouais. Parce que tout simplement aujourd'hui. Mais on sent que vous vous nourrissez de cette globalité justement. Que ce qui vous amuse, c'est d'avoir toutes les facettes de votre métier. Vous pourriez être juste chef dans votre resto et faire que de la cuisine? Eh ben je sais pas en fait. Ça, c'est pas sûr. Ouais. C'est pas sûr parce que tout simplement, je pense que et c'est pas du tout prétentieux, mais j'adore cette excitation du moment où le format, en fait, aujourd'hui, ma vie, c'est le client à chaque moment de la journée, au petit déjeuner, le tea time, l'apéritif, le moment du bar, le banquet avec un format à 300-400 cocktails, et puis chef, faut venir pour l'interview, etc. En fait, c'est une espèce de vie permanente, je dirais ponctuée de différentes facettes, différents métiers, mais aussi avec un tel engouement, une telle passion pour défendre ce qui est le plus beau, pour essayer de faire, je dirais, en sorte de le faire correctement, d'être adroit avec l'environnement, d'essayer d'être le plus propre possible. En fait, il y a rien d'acquis, et cette remise en question permanente fait que je pense être éveillé à devoir, je dirais, être en permanence en ébullition. Enfin, c'est vraiment une excitation, mais plaisante, quoi. On sent qu'il y a une densité et une diversité. Et ça, vous l'avez peut-être touché du doigt à ce moment-là, à cet endroit, de se dire, ok, une expérience globale, ça apporte comme ça plein de facettes au métier. Est-ce que dans ces moments-là, justement, cette époque où on se dit, en fait, je vais faire de ça ma vie, est-ce qu'il y a des figures ou une figure qui vous a marqué, et pour quelle raison? C'est pas forcément un chef, hein, ça peut être. Non, on parle souvent de mentors, de gens. Est-ce qu'il y a eu des gens comme ça qui? Oui, j'en ai eu plusieurs mentors, comme tous les chefs que j'ai pu avoir, mais ça, et un grand merci à eux. Mais sur le format, je pense qu'il y a eu donc cet apprentissage, et après il y a eu le format de l'armée. En fait, j'ai fait comme tout le monde mon service militaire à l'époque, et du coup je me suis retrouvé cuisinier du président du Sénat avec un chef à l'époque qui était Jean-Jacques Matou, avec Gilles Pauillac, avec des chefs meilleurs ouvriers de France, et
cette, je dirais, cette qualité, cette précision, ce niveau d'exigence autour de l'assiette, puisqu'à l'époque on servait quand même tous les hommes d'État étrangers du monde entier, avec je dirais, tellement de pression aussi sur le résultat, de jamais décevoir, puisqu'on représentait quand même la France à travers l'assiette. Ça a été pour moi aussi révélateur. C'est ce moment où il a fallu être précis, être constant, être exigeant. Ça m'est resté en fait. C'était qui le président du Sénat à cette époque? C'était René Monory. D'accord. À l'époque, qui était un amoureux de la vie, des belles choses et gourmand et très heureux en tout cas d'avoir officié. Quelques mois auparavant, j'étais cuisinier pour les généraux français et en fait toute cette exigence, je dirais ce niveau je dirais de qualité m'a aiguillé en tout cas pour m'orienter ensuite vers les restaurants 3 étoiles parisiens, parce que tout simplement quand j'étais à l'armée, ce chef à l'époque me dit qu'est-ce que tu veux faire après? Je lui dis voilà, j'ai une grande passion pour la chasse, la pêche, ma vie c'est l'équilibre aussi de la vie de dehors et le travail en fait, et le travail j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur, c'est pas du tout, c'est quelque chose pour moi d'hyper c'est dans mes veines en fait, c'est naturel. Et quelque part il me dit ok, qu'est-ce que tu veux faire Je lui dis puisque je suis à Paris, j'arrive de la campagne, j'aimerais vraiment aller travailler dans les meilleurs restaurants parisiens, tous les 3 étoiles parisiens, si vous pouvez m'aider, me conseiller. Et à l'époque il me dirige chez Taïwan. Et tout simplement, je rentre dans cette maison, 3 étoiles, à l'époque meilleur restaurant du monde, avec une ébullition aussi dans ses cuisines, où on faisait énormément de couverts avec un chef Philippe Legendre qui était en place depuis peu, avec je dirais un esprit sur la cuisine bourgeoise exécutée de la plus belle des façons, avec toute cette concentration, ces forces de goût, ces clients qui étaient tous des grands chefs d'entreprise. Je me sentais tout de suite, je me suis senti dans mon élément en fait. Je me suis dit oui, on sent que parfois on se projette dans des choses et dans des environnements et on peut pas être déçu, mais trouver une dissonance avec ce qu'on pouvait attendre, se dire c'est trop violent, ou c'est trop dur, ou c'est trop agressif, ou moi c'est pas mon format, ou on est trop de monde, ou bref. Vous, on sent que en fait vous aviez cette appétence et que en fait vous confrontez à la réalité, confirmez votre envie en fait. On sent que vous avez été à l'aise dans ce genre d'environnement, des maisons qui sont extrêmement exigeantes en l'occurrence. Oui, mais en fait, je pense que j'avais été exigeant et on avait été exigeant de moi auparavant, et étant enfant, parce que on aimait le travail bien fait. J'avais une famille qui a toujours aimé le travail bien fait, donc ça a toujours été un peu. C'est assez naturel finalement cette histoire. Oui, mon papa avait fait le compagnon du Tour de France en chaudronnerie, donc il y avait un format exigence du travail avec cette volonté du travail. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui était spontané et naturel. On apprend de toutes les expériences évidemment, mais il y a des choses qu'on trimballe toute notre vie. C'est les quelques erreurs qu'on a pu commettre, et parfois dans un métier, et surtout quand on se parle d'artisanat, de faire par la main, forcément on fait des erreurs. Oui. Quand vous pensez à une erreur, un truc où vous avez dit alors ça, je l'ai fait une fois, je me le ferai pas 2 fois. C'est quoi qui vous vient à l'esprit justement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à des chefs par exemple que vous avez vécu et qui vous pouvez faire gagner un petit moment en disant ça, je l'ai fait une fois, je le ferai pas 2, je te conseille pas de. Ouais, après il y en a plein. Il y a toujours des choses qui peuvent vous arriver dans votre carrière. Moi, il m'est arrivé une fois, je me souviens chez Taïwan, il y avait un plat du déjeuner à l'époque. C'était des services très rapides. Tout le monde passait à table à 12h30 et à 14h, tout le monde sortait de table. C'était très heureux. Et il y avait une vitesse de service qui était assez incroyable. Et puis on avait un cannelloni de tourteau qui était un plat, tout simplement un émietté de tourteau. On passait des heures à émietter correctement sans les carapaces. On le roulait dans une feuille de céleri et puis on faisait une farce de langoustine. On décortiquait les pinces de langoustine pour en faire une farce. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre décortiquer les tourteaux. Et il fallait à peu près 45 portions de ces cannelloni, donc multiplié par 3 pièces, ça faisait des centaines de rouleaux. Et à un moment donné, je décide d'aller fumer une cigarette plutôt que de rester devant le four. Et ce moment où j'ai lâché, je dirais, les 2 minutes dans la matinée,
Eh ben, je le referai jamais. Parce que, tout simplement, quand je suis revenu, les cannelloni étaient tous brûlés. Et de ça, et a fait certainement le pire service de ma carrière, en fait. Ah ouais. Oui, parce qu'il a fallu tout refaire et toute la brigade s'est remis dessus pour avoir ce plat en temps et en heure. Mais ce sont des formats où, à un moment donné, la facilité, ça paye pas, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez votre moment de bonheur, il faut le prendre au bon moment et non pas dans un moment de tâche Ouais. qui peut être, je dirais, problématique pour la suite du service. Ouais. Ah bah là, ouais, on imagine. On imagine. Vous parlez des bons moments, justement, et du fait d'essayer de tirer le meilleur de son activité avec cette exigence. On a compris qu'il faut pas lever les yeux quand il faut pas lever les yeux et qu'à un moment, il vaut mieux garder un œil sur le four s'il y a quelque chose dedans. La carrière est faite d'erreurs, d'apprentissage. Elle est aussi faite de très beaux moments. Votre carrière, elle est loin d'être finie. Néanmoins, si on devait tracer le trait maintenant, c'est quoi votre grand moment? Lequel vous vient à l'esprit en premier? Il y en a plusieurs, mais dans la vie de chef, il y a eu tout simplement la première étoile Michelin parce que quelque part, ça a été vraiment une révélation pour moi. Une création de restaurant. À l'époque, j'étais au Georges V. Le GM, Monsieur Silva, m'avait donné carte blanche pour ouvrir un restaurant dans la cour de marbre qui avait pas forcément besoin, mais je lui avais demandé. Il me dit, est-ce que vous avez un souhait? Je dirais, bah oui, ça serait de faire un restaurant gastronomique. Et il me dit, on a déjà le 5, mais on peut en créer un pour vous et on va créer l'orangerie. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et quelques mois après, il y a eu la première étoile. Et ça, je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Ça faisait quasiment 15 ans que que je travaillais au Georges V. Et il m'a apporté ce tournant, en fait, dans une carrière. C'est-à-dire que je devenais enfin chef. J'ai été second pendant quasiment 13 ans. J'avais la création de cartes, la création des plats, je dirais de l'objectivité d'un chef, avec tout simplement ce côté un peu inconnu de savoir si vous êtes à la hauteur, puisque là vous jouez sans filet, vous êtes tout seul. Et avec une grosse pression, puisque vous êtes dans une grande maison avec des chefs en place qui ont déjà, je dirais, tout autour d'eux. Donc il fallait sortir son épingle du jeu. Bon, je pense que ça s'est bien passé. 8 mois après, on avait la première étoile avec un développement du restaurant qui fonctionne vraiment bien. Avec aujourd'hui, il a 2 étoiles avec un, je dirais un engouement, vraiment une réalisation, presque un rêve en fait. Et après, comme d'habitude, je dirais jamais assez rassasié par rapport à ce format-là. J'ai continué encore à vouloir grandir et aujourd'hui encore, on va encore grandir. Qu'est-ce que ça représente, en fait? Une consécration, une fierté, la récompense d'un investissement, ce moment-là, parce que vous en parlez spontanément, mais vous vous en souvenez du moment où vous avez appris que cette étoile vous tombait dessus? Bien sûr. Après, vous ressentez quoi à ce moment-là? C'est un accomplissement, c'est-à-dire qu'on se dit, moi j'ai eu cette première étoile assez tard puisque j'ai suivi ce format, je dirais assez Très classique, très progressif, où on allait dans les grandes brigades où il faut sortir du jeu. Hein, quand vous êtes une centaine de cuisiniers, d'arriver à sortir, on va dire, tiens, ça sera toi le chef. Il faut se battre. Hein, il faut faire voir qu'on est là. Il faut être créatif. Il faut essayer d'être présent. Il faut essayer d'être, je dirais, vif et puis être à l'écoute de ce qui va pouvoir se passer pour après. Bon, tout simplement, ça a été une réalisation, une concrétisation à peu près de ces 20 ans passés, avec tout simplement cette honnêteté par rapport au travail. Je pense que j'ai toujours été droit dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et j'ai toujours essayé de délivrer mon cœur à ça. Je pense que ça a été vraiment des moments d'émotion. Bien sûr, la deuxième étoile après chez Taïwan, ça a été encore un autre moment puisque là on passe à une étape, c'est-à-dire que vous devenez chef un petit peu plus, je dirais, capé avec ce format des 2 étoiles qui vous fait dire que vous entrez dans les 100 meilleurs restaurants français. Donc là vous passez encore un cap et puis après la même chose que j'ai reproduit ici à l'Oiseau Blanc, au Péninsule à Paris, avec cette
encore cette nouvelle maison, avec cette nouvelle brigade, avec cette sortie de Covid, qui avait été aussi pas facile pour tout le monde. Je pense que moi, ça a été un élément fort pour moi. Et cette deuxième étoile qui arrive tout de suite après, c'est pareil, quelques mois aussi après l'arrivée au Péninsula. Très heureux que le guide Michelin m'ait suivi aussi à travers tout ça, parce que c'était pas facile. Et aujourd'hui très fier aussi, parce que tout simplement c'est ce restaurant au 6e étage aujourd'hui avec cette vue sur Paris et devient un incontournable. En tout cas, c'est ce que me disent les clients et j'en suis le plus heureux. On en parlait souvent comme d'un restaurant à vue. Aujourd'hui, on en parle d'un restaurant gastronomique à vue. Donc c'est pour moi une belle fierté et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Là, on se parle de choses très positives. C'est chouette d'avoir des bons retours de clients et de voir l'histoire s'écrire. C'est chouette de recevoir des étoiles. Forcément, c'est des beaux moments. Le regard qu'on porte, il est pas toujours positif. La critique, elle existe parfois et elle peut heurter. Comment vous gérez? C'est quoi votre rapport à la critique, justement, au regard qu'on peut porter sur ce que vous faites? Déjà, c'est essentiel parce qu'il faut l'écouter. On se construit de ça. Beaucoup de critiques, je dirais, pour moi, positives ou négatives, me font réfléchir sur l'avancée d'un plat. Un plat, il est jamais terminé, donc d'écouter, d'entendre, c'est très important. Moi, j'écoute beaucoup parce que je me dis qu'il y a toujours une part de réalité dans ça. Et donc là, on se parle de retour. De clients également, en fait, de la critique de manière générale, pas forcément des critiques gastronomiques. Non, tout à fait, parce que justement, en plus, vous avez autour de vous, moi j'ai des clients qui me suivent depuis plus de 15 ans maintenant, avec bien sûr une lecture sur votre passé culinaire, sur ce que vous avez pu être, ce que vous devenez, ce que vous êtes. Aujourd'hui, j'ai une cuisine beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, je me sens vraiment mûr dans ce que je fais, assuré de ce que je fais, parce que c'est pas du tout prétentieux, c'est juste je me sens à l'aise. En fait, je suis heureux de faire ça et j'essaie de délivrer un message simple, d'essayer de le faire de la plus belle des façons. Mais cette critique, qu'elle soit négative et surtout négative, je vais surtout l'entendre et je vais surtout assimiler. C'est-à-dire que quand, par exemple, un client va me dire « Ah, chef, j'ai pas trouvé, par exemple, cette cuisson, je pense que ça aurait pu être mieux, etc. » C'est un plat que je vais tout de suite refaire marcher. C'est un plat que je vais tout de suite remanger, que je vais tout de suite regoûter, parce que justement, j'apprends toujours en fait, j'écoute toujours. Il faut valider ce qu'on a entendu ou pas. Et de ça, je vais faire le choix derrière. Je change ou je change pas. Mais je vais quand même contrôler et je vais quand même revérifier, parce que tout simplement, une nouvelle fois, le produit il est vivant. Une nouvelle fois, le produit il est mûr, il est plus dur, il est plus ferme, il est plus intense, il est plus giboyeux. Et oui, ça donne pas les mêmes finalités. Et peut-être on n'est pas aujourd'hui dans le même jour, on n'a pas goûté peut-être de la même façon. Et tout simplement, je repasse par une vérification, systématiquement. C'est quoi la critique qui vous a fait le plus avancer? À quel moment on vous a dit un truc que vous n'aviez pas vu venir, vous avez dit, ah ouais, vrai, et ça va m'aider? Est-ce que vous avez souvenir qu'un jour on vous a dit quelque chose et vous êtes dit, ah ouais, je l'avais pas vu? Ouais, il y a quelques années, j'ai un critique culinaire qui m'a dit, ta cuisine est trop acide. J'adore l'acidité. Je joue toujours sur un fil avec l'acidité, l'amertume et la puissance. Et il avait raison, parce que je pense que je ne la maîtrisais pas encore assez. Je pense que j'étais toujours. Le curseur était trop. Le curseur était toujours un peu élevé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que tout simplement ça m'a remis à un stade où de dire attention, de prendre des risques c'est bien. Mais quand tu vas trop loin, tu abîmes en fait. Et tu es là pour sublimer, t'es pas là pour effacer des goûts. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense. On avance en âge aussi, c'est une question de maturité et de sagesse, je pense, quand on est créatif, quand on est artisan, de se dire à un moment, il faut que je m'arrête, il faut que mon geste s'arrête là, pour pas passer au-delà du produit. Il faut que je me mette un peu plus en discrétion. J'ai l'impression qu'on avance dans l'âge, quand on est chef, mais c'est vrai pour plein d'autres choses en fait. On apprend à se dire, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Oui, parce qu'on a toujours une phase
de démonstration. C'est-à-dire que quand on est chef, on a envie de faire voir tout ce qu'on sait faire. Et ça se voit souvent dans l'assiette. Je l'ai fait beaucoup de fois et je pense que je le fais encore parce que tout Trop simplement. d'intention. Oui, parce que vous avez cet engouement de plaisir. Vous avez Enthousiasme. découvert un produit ou tout simplement, tu te dis, c'est magnifique ça ce matin. Je vais le faire comme ça. Et puis d'un seul coup, tu te dis, calme-toi quand même. Ouais. Et parce que t'as cet engouement et cette vie. Je trouve ça aussi joli parce que c'est votre cœur qui parle à ce moment-là. Et la maîtrise, elle est jolie, mais il faut qu'elle soit spontanée. Il faut qu'elle soit livrée. Ouais. Et quelque part, la première pensée, quand on va la faire et quand on va l'exécuter, c'est votre message le plus sincère que vous pouvez donner. Donc, quelque part, c'est vous que vous donnez. Et aujourd'hui, bien sûr, avec la sagesse, avec l'âge, cette maîtrise, elle est plus présente. C'est-à-dire que on se méfie un peu plus de l'enthousiasme. Exactement. En tout cas, on le filtre un peu plus. C'est-à-dire qu'on le maîtrise beaucoup plus. Ouais. Et ça, tout simplement, ça devient naturel. Mais il y a quand même... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de se dire... oui, parce que là, on parle de maîtrise de l'enthousiasme, mais on voit dans le regard qu'il est encore pas facile à dompter non plus. Mais non, mais c'est parce que c'est vous. Mais il faut avoir cette folie-là, parce que arrêtons la maîtrise aussi. Au bout d'un moment, il faut avoir cette spontanéité, il faut avoir cette liberté, il faut avoir cette force de proposition aussi. C'est génial d'avoir des moments excitants, je dirais, en permanence dans ce que vous faites. Il y a une question que je pose souvent et c'est difficile de répondre à ça parce qu'il n'y en a pas qu'une, j'imagine. Mais là, on touche peut-être du doigt aussi quelque chose qui vous caractérise dans ce qu'on vient de se dire. Mais est-ce que vous avez une règle d'or, un leitmotiv, quelque chose qui vous représente ou sur lequel vous ne voulez pas transiger? Il y a quelque chose que je ne tolère pas, c'est la médiocrité, en fait, de la flemme de faire. Alors ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous délivrez quelque chose, quand vous délivrez un message à travers une assiette, vous essayez de le faire de la plus belle des façons. Si vous savez pas le faire, si vous le maîtrisez pas, c'est parce qu'il y a encore un besoin d'apprentissage, il y a encore un besoin de faire, etc. Et je dirais que c'est valable aussi pour moi. Mais par contre, quelque chose qui est mal fait ou quelque chose qui a été fait, je dirais, de manière négligée, c'est intolérable pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est... on est à l'inverse de ce qu'on se disait il y a 30 secondes avec l'enthousiasme. Le visage n'est plus le même, on est fermé. Là, c'est pas... Non, parce qu'on se doit déjà de respecter le produit avec lequel on va travailler, mais d'autant plus de le faire avec émotion et cœur. C'est-à-dire que si ça vous embête de le faire, si par exemple, vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. On se parle de mauvaise volonté, là. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne tolère pas. C'est pas possible. Mais on a des coups de mou parfois. Ouais, dans la journée, dans une carrière, dans des moments où on... Alors ça, c'est toujours... Vous avez eu des moments comme ça, peut-être, où vous vous êtes dit, moi, là, en fait, j'en ai marre. Non, marre, non. Mais par contre, le moment où vous êtes, je dirais, abattu, on a tous des déceptions dans la vie, on a tous des problématiques dans la vie familiale, on perd tous un proche ou quoi. Il y a des jours où vous n'êtes pas en phase. Mais je préfère sortir, en fait. C'est-à-dire que là, c'est ce moment-là de se dire, moi, j'appelle mon second, je lui dis, écoute, demain je vais pas venir. Et puis ça ira mieux après-demain. Ouais. En fait, c'est ça, et je pense que je le fais aussi avec mes équipes, parce que tout simplement, on a le droit de pas être bien, on a le droit d'avoir des problèmes, et c'est pas qu'on a le droit d'ailleurs, c'est la vie. Mais c'est aussi ce format où il y a une forme de respect. Aujourd'hui, je suis pas bien, je joue pas en fait. On s'en parle là parce que évidemment, c'est une composante essentielle. L'entourage dans tout ça. Comment vous le gérez et quelle est son importance?
Dans la vie, c'est assez simple. Bon, aujourd'hui, mon épouse est comme un pilier pour moi. Elle est comme un coach. On vit, je dirais, pleinement notre vie avec beaucoup d'amour et de passion. Mes filles, qui sont aujourd'hui aussi le centre de ma vie, à part entière. C'est-à-dire que j'ai 2 filles, une de 12 ans, une de 5 ans, avec aujourd'hui des objectifs pour moi, parce que je me dis que j'ai envie qu'elles réussissent dans leur vie, qu'elles aient des bonnes conditions pour y arriver, et tout simplement les laisser faire, en fait, les laisser vivre des moments. Aujourd'hui, je suis vraiment, je dirais, plus entre guillemets un papa poule que quelqu'un qui va leur donner un chemin. Mais je leur donne le chemin de la vie, en fait, le chemin, cette culture du travail, parce que je trouve que c'est important. De délivrer aussi ça, cette culture de la politesse, du respect, de tout simplement de leur faire voir un apprentissage de la vie, de les emmener avec moi dans toutes mes passions, à la chasse, à la pêche. Je les emmène partout, dans tout ce que je fais. Vous donnez les cartes et après. Ouais. Après, on joue ensemble, on est assez libre, avec un format. C'est pas facile de trouver le temps quand on est chef. Souvent, le problème, c'est le temps. Ouais. Mais ça, j'ai su prendre du recul aussi. C'est pas facile, ça, pour le coup. Non, c'est pas facile. Mais par contre, j'arrive à prendre mon week-end avec les filles, parce que justement, cet équilibre-là fait que aujourd'hui, je me sens heureux dans mon travail. Et c'est ça aussi, ce format. C'est un truc qu'il faut s'imposer un peu. Il faut un peu se l'imposer quand même. Ouais, je pense qu'il faut s'imposer. Parce que c'est un métier qui peut vous dévorer, en fait. Bah, comme beaucoup, j'ai travaillé des mois sans en prendre de congé, mais c'est des moments, je dirais, où on apprend aussi. C'est des moments où on se dit que ça peut pas se passer sans nous, mais à un moment donné, on vieillit, on mûrit, et puis on apprend que tout simplement, c'est à nous de savoir déléguer, c'est à nous de donner le ton, c'est à nous de, justement, ça se cultive. Et puis le temps fait que, au bout d'un moment, vous dites, en fait, ils font mieux, même quand je suis pas là. Donc, il faut être honnête avec ça. Il faut savoir l'assimiler, il faut savoir le vivre. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume pleinement, et j'ai su m'entourer. Aujourd'hui, j'ai ma brigade, mes chefs qui sont avec moi certains depuis plus de 10 ans. Donc, il y a une assurance, il y a un climat de confiance. Ouais. Et il faut l'avoir. On a des restaurants qui sont vers 7-7, 365 jours par an. Vous pouvez pas faire autrement, en fait. Quand vous parliez de pilier, de coach, est-ce que votre épouse travaille dans le même environnement que vous, ou pas du tout? Parce que c'est pas facile parfois de comprendre l'environnement et de bien guider et de bien s'épauler quand on ne partage pas la même. Ça a été assez facile, parce que mon épouse, ses parents étaient restaurateurs, elle a fait des études de restauration. Elle connaît cette grammaire. Ouais, elle connaît très bien. On s'est rencontrés à l'hôtel Georges V. Elle travaille d'abord en restauration, après en finance, et maintenant en ressources humaines. Mais aujourd'hui, elle travaille dans tout autre milieu, mais justement. Mais c'est un environnement familier. Oui, tout à fait. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir, je dirais, notre vie aujourd'hui, parce qu'elle comprend tout par rapport aux attentes clientèle, aux attentes de nos propriétaires. Il y a toujours de l'imprévu, il y a toujours des choses de spontané. Donc c'est facile pour moi, en tout cas, de pouvoir, je dirais, allier ma vie familiale avec Marie, et c'est vraiment, je dirais, naturel. J'ai même pas de questions, j'ai même pas de, je sais que je suis compris, et en tout cas, elle me le dit. C'est marrant parce que depuis le début, quel que soit l'endroit d'où vous parlez et le sujet que vous évoquez, il y a une sorte de sensation d'alignement. On sent que vous êtes assez en phase, et depuis longtemps, en fait, avec ce que vous vivez, avec ce que vous entreprenez, avec la manière dont vous envisagez les choses. Ouais, je pense que c'est lié peut-être à ce départ très vite de ma famille, en fait. C'est stable, Je suis parti très tôt, parce que je vous ai dit, j'ai très vite travaillé, j'ai très vite échangé avec des adultes. Mais du coup, c'est important pour vous, j'imagine, et j'imagine que vous le dites certainement aux jeunes générations, ou quand vous rencontrez des jeunes qui embrassent cette carrière-là, vous devez leur dire, en fait, d'aller vite s'exposer, de vite aller vers le travail, non? Enfin, on a l'impression que c'est un... Ah oui, après, aujourd'hui, la manière je dirais, d'apprendre, la manière de faire est complètement différente, puisqu'on avait quand même des formats qui étaient, je dirais, différents d'aujourd'hui.
la manière dont on a fait l'apprentissage et l'apprentissage d'aujourd'hui est complètement différent, aussi bien au point de vue du matériel qu'au point de vue du temps horaire que de on regarde plus le métier de la même manière. Non, de toute ça façon. n'a plus rien à voir. Et puis heureusement. Alors, et d'ailleurs, ça m'aide beaucoup parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une centaine de cuisiniers, mais j'ai aussi la chance d'avoir des CV d'avance où aujourd'hui, je galère pas à recruter du personnel. Et ça, c'est vraiment concret. On parle toujours de problématiques de recrutement. Moi, je l'ai pas. Et Qui existe, hein. Ouais, oui, non, mais tout à fait. C'est pas un, oui. Ah non, c'est un vrai sujet. Ouais. Donc Et, c'est un signal de pas en avoir. Ouais, après, on a la chance de travailler dans une belle maison, avec de belles conditions. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Mais il y a aussi la partie humaine où cette sensibilité fait pour beaucoup. Je pense que je suis un chef présent. Les hommes et les femmes qui travaillent avec moi sont je dirais, semblent heureux en fait de partager ce travail commun. Et on est ensemble, je dirais, tout le temps. Et ce message aujourd'hui d'apprentissage, ils ont vraiment envie de travailler avec leur chef, ils ont vraiment envie d'être présents avec leur chef. Ils ont vraiment, en fait, cette communication, une espèce de symbiose assez naturelle. Moi, je les considère toujours, je dis toujours mes garçons ou mes enfants. C'est ma deuxième famille. Mon travail, c'est vraiment quelque chose de... Nous, on a de l'émotion. Moi, quand ils font un concours, j'en ai la larme à l'œil, que je suis fier d'eux. Je suis quelqu'un qui exprime... je dirais durement la satisfaction au travail, mais la satisfaction elle est jolie quand elle est partagée. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dites 15 fois par jour à quelqu'un que c'est bien. C'est ce format de l'avoir dans l'œil, dans la vie, dans le moment, dans le mot partagé. Ça c'est la vérité en fait. C'est cette fusion, elle se fait naturellement, elle est objective, elle est constructive. Et quand vous avez arrivé à passer ces messages tout simplement d'apprentissage, et que vous voyez un œil ému en face de vous, vous savez que le message est passé. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses aussi sur le format. Ouais. Comment vous la regardez, cette nouvelle génération? Parce que le rapport de force a quand même beaucoup changé avec les gens qui entrent dans le métier et ceux qui les accueillent aujourd'hui. Moi, j'entends beaucoup de chefs me dire que, et puis je les vois, on parle de recrutement, c'est compliqué. Je vois que les gens arrivent dans le métier aussi avec des exigences qui n'étaient pas dites il y a 5 ans même, avant le Covid en fait, sur les horaires, sur le volume, qui veulent y aller, mais pas comme ci, pas comme ça. Ah ouais. Ça peut s'entendre. Vous la regardez comment, cette génération qui arrive en cuisine? Je la regarde bien parce que déjà on a vraiment des très bons jeunes. Il y a des jeunes qui sortent de l'école, qui ont vraiment une passion, un engouement sur la gastronomie, d'autres qui sont attirés par la restauration, je dirais type brasserie, qui ont envie d'ouvrir des maisons. Ça, on a cette population je dirais d'hommes et femmes qui sont à la recherche d'apprentissage de ça, de pérenniser leur formation. Et nous, on a la chance dans notre hôtel d'avoir tous ces formats de restauration. J'en ai certains qui viennent pour voir le restaurant gastronomique cantonné parce qu'ils se disent ça peut m'apporter des choses. J'ai pas besoin de voyager, je vais tout de suite avoir des choses à lire par rapport à ça. En fait, c'est une population différente de la mienne quand j'étais à l'école. Mais elle est tout aussi intéressante. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus spontanés, beaucoup plus, je dirais. Plus rapide comment? Dans quoi? Rapide dans l'apprentissage. Pour moi, non, dans la façon de réfléchir, dans tout ce qui est organisation, dans tout ce qui est. C'est des choses qu'on apprenait à l'école. Aujourd'hui, c'est spontané. En fait, on a un apprentissage et un déroulement dans le cursus, je dirais, d'école qui a changé. Et aujourd'hui, on voit aussi que l'organisation, que ça soit la maîtrise, soit par les réseaux sociaux, soit par l'organisation, je dirais, de logiciels de travail, etc. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus structuré. C'est une éducation réfléchie. Moi, je me souviens encore de l'école où on disait, toi, t'as pas de bonnes notes. Je parle pas de moi, mais mes collègues d'école. Tu feras un métier d'apprentissage. Tu iras au garage, tu iras en cuisine. Ouais. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. On est loin de tout ça. Et en fait, ça se ressent. Moi, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des
des gamins qui ont envie de faire, qui sont là, qui savent que aujourd'hui ils vont pas faire 16 heures par jour, ils vont faire équipe du matin, équipe du soir. On va le faire dans la maîtrise, on va le faire bien, on va le faire de manière, je dirais. Mais c'est pas le symptôme d'un désengagement ou d'une mauvaise volonté en l'occurrence. Non. Non, je pense vraiment. Je pose cette question parce que je trouve ça bien de l'entendre, parce que souvent on entend trop que les jeunes générations sont pas du trop tout, passives ou. Ah non, pas du tout. Parce que justement, je pense que cette forme depuis le début que j'en parle, mais cette forme d'excitation du travail, cette forme je dirais, de passion, cette forme d'engouement, cette forme je dirais, d'excitation permanente fait que derrière vous avez tout de suite une émulation. En fait, ça devient, je dirais, normal. Et quand j'arrive le matin, vous le sentez? Je le sens, et les gars, ils sont contents, ils ont la banane. Alors bien sûr, il y a toujours des moments qui sont difficiles, mais il y a aussi il y a beaucoup plus de moments heureux. On sent, ils délivrent des messages, chef, j'ai envie de vous faire goûter quelque chose ce midi, et puis c'est naturel, et puis il y a pas il y a plus il y a forcément un format encore hiérarchique, mais il y a plus ce format où le chef il est intouchable. Enfin, moi j'ai ce moment où on est ensemble, on travaille ensemble, on est vraiment une proche. Et ça c'est, je pense que moi aujourd'hui j'ai vraiment pas de problème avec cette jeunesse, et j'apprends beaucoup d'eux. On rigole tout le temps parce que justement ils me parlent de leur réseau, de leur format, et moi j'ai fait ça, je suis allé manger là-bas hier, chef, faut venir avec nous, jeudi on va aller là-bas et tout. Faut se nourrir de ça, faut vivre de ça. Enfin, moi, j'ai envie de cultiver ça parce que tout simplement, je sais que la page, je dirais les pages se tournent en fait, et j'ai envie de vivre pleinement mon métier jusqu'au dernier jour. Donc, il faut se remettre en question aussi avec eux, faut vivre avec eux, et c'est super excitant, et ils vous le rendent. Hein. Là, j'aime bien cet enthousiasme, ça fait du bien à entendre. Dernière question que vous vous posez peut-être parfois. Je sais pas, mais est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi vous cuisinez? Ouais, c'est assez simple. Hein. Franchement, un des plus beaux moments que je peux passer moi dans ma vie privée, c'est d'être à table. Donc, vous choisissez en tant que mangeur. En tant que mangeur. Mais ce moment que vous allez passer avec vos proches, vos amis, ceux que vous avez envie d'ailleurs, ou tout simplement votre collègue de travail, c'est un moment forcément, vous avez envie de le passer de la plus belle des façons. C'est un moment où vous êtes un peu à part. Moi, mon rôle, pourquoi je cuisine, c'est vraiment d'essayer de faire passer le plus beau message que je pourrais délivrer autour de la cuisine. C'est-à-dire essayer de sublimer le produit, faire en sorte que ce produit, il soit, je dirais, tellement précieux, tellement précis, tellement goûtu, que tout simplement, l'émotion que vous allez avoir à la dégustation va faire en sorte que vous dire, ah ouais, tout simplement, je reviendrai, en fait. Je me sens bien. Je me sens dans un moment où ça vous rappelle un petit peu de votre histoire, un petit peu de la vie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a cette lecture de la cuisine aussi, ces moments forts que vous avez pu avoir dans la culture du passé. Il faut l'avoir dans l'intensité des goûts, mais il faut aussi la remettre en question. Il faut la remettre sur une vision contemporaine, lui apporter une élégance, lui apporter un format, lui apporter un œil, je dirais, qui va être l'œil d'aujourd'hui ou l'œil de demain. Ça, c'est tout ce format-là. Et ce format va faire en sorte de créer une émotion. Et cette émotion culinaire, j'essaie de la donner à travers un message, à travers l'assiette. Et c'est vraiment à aujourd'hui, cette émotion que je reçois quand je vais à table, ou je vais voir les convives, tout simplement, de dire comment ça s'est passé, et encore hier où j'étais très ému, il y avait des clients belges qui étaient là, qui ont fait le parcours uniquement pour venir déjeuner. Et la dame me dit, chef, ça fait des années qu'on vous suit. J'ai encore versé une larme ce midi sur votre langoustine, tellement j'ai eu de plaisir à la manger. Ça, c'est le plus beau message que je peux recevoir à travers ce que je fais, en fait. Et tout simplement, c'est hyper naturel. J'essaie de le faire bien. Et
On pourra toujours apporter des critiques, c'est sûr et certain. Mais franchement, je le fais avec le cœur, tout simplement. Avait-il besoin de le dire ? La cuisine de David Bizet, c'est une cuisine de cœur. Mais attention, ce n'est pas une formule. Car oui, on l'a entendu 1000 fois cette expression, mais je peux vous dire que pour connaître quelques chefs, pour passer disons un peu de temps avec eux, chacun cuisine selon les jours, selon son histoire, à sa manière. Certains ont le geste en obsession et la main est au centre. Certains cuisinent avec leurs tripes, certains cuisinent avec l'esprit, certains cuisinent tout entier et d'autres, comme David Bizet, cuisinent comme il parle donc, avec le cœur. Merci, chef, d'avoir si simplement dit votre histoire et ce que vous avez reçu, perçu lors du chemin que vous avez déjà parcouru. Merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Allez découvrir maintenant la cuisine du chef Bizet. Ça vaut le détour et en bonus, et pas l'inverse, vous aurez une vue qu'offre peu d'adresses dans la capitale. On se retrouve vite pour de nouvelles histoires, pour entendre la parole des chefs, de celles et ceux qui font la gastronomie que nous aimons tant. Alors restez connectés et à très vite sur Chef. Salut!